Bonjour, aujourd'hui on va parler de Kering. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent si on a atteint le point bas sur cette action, sur cette société française de luxe. Donc c'est une société depuis le début de l'année, donc début 2024, on fait moins 38% en termes de performance, alors que on est quand même sur une très grande société, hein. C'est une société qui fait 30 milliards d'euros de capitalisation. Et en ce moment, c'est vrai que quand on regarde les PE, ils semblent raisonnables, 14 fois à peu près. Et puis on a aussi des ratios, enfin des rendements sur dividendes qui semblent assez intéressants, environ 4,7 en ce moment sur cette société. Donc ça semble intéressant, hein. C'est une grosse société du CAC 40. Et alors le truc, c'est qu'il faut quand même regarder la performance et l'évolution de Kering sur le plus long terme. Et ce qu'on voit, c'est que on est quand même dans une situation enfin, de tendance baissière très très forte depuis les plus hauts qui ont été atteints sur le titre. C'était à l'été 2021. Et donc depuis, en fait, j'ai fait le calcul, on a quand même eu une baisse de 70% sur le titre. Voilà, donc c'est quand même ça commence à être beaucoup. Alors voilà, on va regarder un petit peu où on en est aujourd'hui et est-ce que ça peut être un titre intéressant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc donc Kering, une société française qui détient des marques dans le domaine du luxe. C'est principalement dans le domaine de la mode, d'accord. Donc c'est des marques comme Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga. Ils sont aussi présents un petit peu sur la joaillerie avec des marques par exemple comme Boucheron, que vous connaissez peut-être. Mais c'est pas un groupe qui est, on va dire, aussi diversifié dans le domaine du luxe que peut l'être LVMH, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir à propos du marché du luxe de façon générale, c'est que sur le long terme, le marché du luxe, c'est en fait fondamentalement un secteur qui est cyclique. Alors, il y a quelques temps, en fait, le secteur marchait tellement bien que, en fait, il y a un certain nombre de gens d'analystes qui commençaient à se poser la question, mais est-ce que c'est pas devenu maintenant un secteur comme les autres, qui n'est pas vraiment cyclique? Là, je vous montre un exemple, c'est un article qui avait été écrit en février 2021, où justement, voilà, il posait cette question-là, puisque les performances du secteur du luxe avaient été tellement bonnes sur vraiment une longue durée. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de passer à un secteur un peu différent? Ben, la réalité, c'est que c'est pas le cas, hein. Voilà, on est en ce moment on va dire de façon générale, chez les principaux acteurs du luxe, dans un cycle baissier. Et donc la question un peu qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a atteint le point bas? Le problème, c'est que dans le domaine du luxe, de façon générale, c'est vrai que c'est pas simple d'anticiper les cycles. Et en particulier, c'est vrai que dans le domaine de la mode, c'est encore plus difficile. Parce que voilà, parfois c'est une marque peut mal performer tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise communication. Et ça, en dehors des gens peut-être qui sont très spécialisés, qui travaillent dans le secteur, c'est vrai que c'est très très difficile à anticiper. Pour se faire une idée, on va tout de suite regarder la dernière présentation de résultats du groupe Kering. Donc là, on est sur le Q3 2024. Donc vous allez voir, il y a de belles images de défilés de mode. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les chiffres. Et donc, juste après, là, on voit les revenus pour le Q3. Et donc, on est quand même dans une forte, toujours, tendance baissière. Là, on est sur un moins de 15% par rapport au Q3 de l'année dernière. Et donc, quand on regarde ensuite dans les détails, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, on a notamment la marque Gucci qui marche pas très bien. Elle est à moins 26% sur ce trimestre. Et c'est vrai qu'elle pèse beaucoup puisqu'elle représente plus de 40% du chiffre d'affaires total du groupe. Voilà. Ensuite, quand on regarde dans le communiqué qui a été publié en même temps, ce qu'on voit, c'est que effectivement le groupe est en train de mettre en œuvre une transformation profonde et tout particulièrement chez Gucci. Voilà, donc c'est en cours, hein, la transformation profonde, mais pour l'instant, on n'a pas encore de résultats. Ce qui est embêtant, c'est que quand vous regardez un peu plus bas, ce qu'on voit, c'est que la tendance actuelle, c'est en fait donc une dégradation par rapport au deuxième trimestre.
mais notamment en Asie-Pacifique. Voilà, donc où il y a un important ralentissement. Et ça, moi, personnellement, ça m'embête un petit peu parce que, personnellement, j'aimerais bien me positionner sur le secteur du luxe. J'ai pas vraiment de position aujourd'hui dans mon portefeuille sur ce secteur. Et je préférerais me positionner plutôt sur la zone Asie-Pacifique, parce que je pense que c'est là il y aura le plus de potentiel. Mais voilà, visiblement, en ce moment, en tout cas chez Kering, la tendance est plutôt pas très bonne. On va regarder maintenant les derniers résultats, donc les résultats du premier semestre 2024, hein. Là, vous avez le compte de résultats. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la situation s'est quand même fortement dégradée par rapport à 2023, avec notamment des baisses de 42% par exemple du résultat opérationnel courant. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai voulu recalculer le PER simplement en annualisant les données du premier semestre. Alors, je sais qu'il y a de la saisonnalité sans doute, mais ça donne toujours une idée. Le chiffre que j'avais donné tout à l'heure au niveau du PER était de 14,4, qui était calculé donc, sur les 12 derniers mois. Et en fait, donc là, quand on annualise le résultat net part du groupe ici, ce qu'on voit, c'est on arrive à un PER d'environ 17, parce que ben, justement, on a cette baisse hein, du résultat net. Voilà, au niveau du résultat opérationnel courant, ce qui est prévu, ça a été communiqué ici, c'est 2,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2024. Donc en fait, c'est quasiment une division par deux hein, par rapport à 2023. Et enfin, ce que j'ai regardé, c'est le niveau de dette du groupe. Donc ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même une dette nette qui avait augmenté. Pour l'instant, si on compare à l'EBITDA, on reste à des niveaux soutenables. C'est environ un ratio dette nette sur EBITDA d'environ 2 fois. Donc ça reste soutenable, mais c'est vrai que c'est un peu gênant bah, pour ce type de groupe qui est quand même, qui a quand même un des caractères cycliques assez fort, assez marqué. Dernière remarque au niveau de la valorisation de la société. Pour votre information, quand on était au plus haut sur le cours de bourse de Kering, eh bien on avait atteint des PER d'à peu près 44, 43, 44 sur la valeur, donc par rapport à des PER d'environ 14,4 aujourd'hui. Donc tout ça pour vous montrer eh bien, l'amplitude qu'on peut avoir sur ce type de société très cyclique au niveau des ratios de valorisation. Si on regarde les concurrents, on voit qu'on est aussi en tendance baissière eh bien, sur les cours de bourse. Alors là, vous avez LVMH qui avait atteint un premier pic en 2023, puis de nouveau en 2024, avant vraiment de repartir visiblement en marché baissier. C'est la même chose sur la société, mais de manière amplifiée sur la société Burberry. Donc eux, voilà, ils ont vraiment une tendance baissière très forte depuis début 2023. Ils étaient à donc 2600 à peu près au maximum, et là aujourd'hui ils sont à moins de 1000 au niveau du cours de bourse. Donc c'est quand même une baisse assez impressionnante. Alors si on regarde maintenant par exemple pour LVMH, c'est intéressant parce que LVMH parce que c'est très diversifié et ça vous permet de voir un petit peu les différents types de produits et les croissances par zone géographique. Donc là, c'est les derniers résultats du Q3 de LVMH. Et ce qu'on voit, c'est que bah, globalement, le Japon est en hausse. Alors très certainement grâce bah, à la faiblesse de la devise japonaise par rapport aux autres devises comme l'euro ou le dollar américain. L'Asie, de son côté, hors Japon, est fortement en baisse. Donc là, c'est assez cohérent aussi avec ce qu'on avait vu sur les résultats de Kering. Et pour le reste, c'est quand même très flat, très moyen. Voilà. Et ensuite, si on regarde les différents types de produits, eh bien, il y a la partie parfum hein, qui performe encore à peu près correctement. Mais sinon, pour le reste, bon là c'est très faible. Et sinon, pour les montres, pour ce qui est mode et pour les vins et spiritueux, on est aussi globalement au niveau du groupe LVMH en baisse significative. Voilà, donc ça confirme un peu ce qu'on pense, hein, qu'on est toujours en ce moment dans une partie bah, du cycle qui est baissier. Vraiment, on est vraiment encore en tendance baissière au niveau des revenus des grands groupes de luxe. Si vous voulez suivre un autre indicateur dans le domaine du luxe qui est intéressant,
si vous vous intéressez aux montres de luxe, bah, c'est cet indicateur qui s'appelle le Rolex Market Index. Et donc vous pouvez voir ici, donc je vous l'ai mis sur une longue période, bah, qu'on avait atteint un pic ici, c'était donc début 2022. Donc il y avait vraiment eu une flambée hein, des cours. Donc c'est les cours sur le marché secondaire des Rolex, donc voilà, les ventes d'occasion. Et ça avait explosé après le Covid. Et là, bah, depuis, ça c'est en tendance baissière. Et voilà, on est toujours en tendance baissière. Difficile de dire hein, si on a atteint le point bas sur cet indice. En conclusion, vous comprenez que personnellement, je ne suis pas très positif sur le dossier. Je pense que c'est encore bah, beaucoup trop risqué de se positionner sur le dossier Kering. On n'a pas en fait d'indicateur hein, qui confirme un redémarrage de l'activité, un redémarrage du chiffre d'affaires. C'est très compliqué à identifier hein, les bas de cycle, notamment dans ce type dans ce type de secteur d'activité. En plus de ça, on a vu qu'on peut avoir vraiment des variations très fortes au niveau des ratios de valorisation. Donc là, comme en plus bah, les résultats baissent et qu'on peut avoir de fortes volatilités au niveau des ratios de valorisation, bah, ça fait on pourrait encore potentiellement avoir des baisses assez fortes du titre. Donc moi personnellement, je ne suis pas pour l'instant positionné dans mon portefeuille dans le domaine du luxe. C'est quelque chose que je regarde. J'aimerais bien me positionner peut-être en Asie, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Bah, j'attends justement qu'il y ait des indicateurs clairs de retournement du secteur. J'arrive à trouver d'autres actions intéressantes en Asie qui sont sur des secteurs beaucoup moins cycliques et à des prix raisonnables et avec des très bons dividendes. Voilà, donc justement, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la méthode que j'utilise pour sélectionner les sociétés dans lesquelles j'investis, n'hésitez pas, j'ai fait une formation gratuite. Il y a un lien pour aller la consulter juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!